Bonjour Nicolas. Bonjour. Voilà. on va essayer de ne pas être trop formaliste, hein, d'accord. Donc moi j'ai la chance donc aujourd'hui de discuter avec Nicolas qui est l'auteur. Alors je vais bien employer les mots. Ce n'est pas une réédition, c'est une édition augmentée. Une restauration. Une restauration. Montée, ouais. Ah, ça c'est bien ça, restauration, ça j'aime beaucoup ça, surtout. Donc de la revue Midi Minuit Fantastique, qui est pour beaucoup une revue culte, iconique d'une décennie, donc début des années 60, début des années 70, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Et donc ces revues, qui sont donc restées cultes pour beaucoup de gens, tu as décidé, et tu vas nous expliquer comment, pourquoi, tu as décidé donc de les remettre, non pas au goût du jour, mais donc de les restaurer dans le cadre de gros bouquins qui proposent donc plusieurs revues en même temps, et là on en est au volume 2. Voilà. Il y a eu un volume 1 l'année dernière, c'est ça, ouais. Voilà. Donc, et je présume donc 3e et 4e volume arriveront en temps et en heure l'année prochaine et l'année d'après. C'est ça, voilà. L'idée c'est un par an. Voilà, un par an, voilà. Donc, on va faire con, hein, je m'excuse, hein, c'est te présenter un tout petit peu, quoi, un peu d'où tu viens, ta passion du cinéma, cette passion-là, et comment tu en es arrivé à te décider à te lancer dans cette entreprise qui me semble un peu pharaonique, enfin à notre niveau, quoi, je dirais, voilà, mais qui me semble, voilà. Alors pour moi, la passion du fantastique, c'est né très très tôt. J'avais 7 ans, c'est en découvrant une image dans Télé 7 jours, une affiche du cauchemar de Dracula, parce que le film passait à la dernière séance. Et en voyant cette affiche super célèbre signée par Guy Gérard Noël, avec Christopher Lee. C'est une affiche qui était en grand dans le Télé 7 jours. Dans le Télé 7 jours de mémoire, ouais. C'était voilà. D'accord. Et ça m'avait fasciné. C'était des vieux à l'époque, Télé 7 jours. Ouais, il y avait Gérard Laine qui écrivait dans Télé 7 jours. Donc de temps en temps, il défendait les films de la Hammer dès qu'il le pouvait, notamment. Et moi, devant cette image, j'étais complètement fasciné, parce qu'il y avait un côté héroïque, évidemment, mais en même temps, de toute évidence, le héros était maléfique. Donc c'était la découverte d'un héros noir, il y avait quelque chose de séduisant, d'effrayant, puis d'érotique, parce qu'il tenait une jeune fille dans les bras, évanouie, offerte, enfin, c'était très étrange. J'ai absolument voulu voir ce film, j'ai supplié mes parents, mais j'étais en CP, c'était, je sais pas, un soir de semaine, le mardi soir, mettons, j'avais école le lendemain. Ah, ça t'a marqué. C'était à 22h30, on m'a dit... Niet, tu vas te coucher. Il y avait le magnétoscope à la maison? Non, pas encore. Ah, pas encore. Quelques années plus tard, oui, mais à ce moment-là, non. D'accord. Et du coup, de cette vision manquée... C'est un acte manqué, donc. Voilà. La vision manquée a créé le désir. Je voyais, c'était l'attraction des interdits, tout simplement. Et oui, bien sûr. Donc j'ai mis quelques années avant de voir enfin Dracula de la Hammer. Pas celui-là, forcément. Pas celui-là, c'était grâce à la dernière séance à nouveau, c'était 2-3 ans plus tard. C'était Dracula, Prince des Ténèbres, que j'ai adoré. Et là, tu étais en CM1? Ouais, voilà. Oh la vache. C'est ce moment où je lis le bouquin, d'ailleurs, le roman, je me débrouille pour le trouver, pour le lire. Je suis très fier de l'avoir lu, ça fait 500 pages. Alors, à mon âge, à l'époque, c'était un exploit. Enfin, il y avait ce côté-là. Puis surtout, il y avait ce côté objet pour adultes auquel j'accédais. Voilà. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à me passionner pour tout ça. Dès que je pouvais trouver un film, je me débrouillais pour me le procurer, pour le voir, etc. Et des années plus tard, moi j'ai fait des études d'histoire à la Sorbonne, et quand il s'est agi de trouver un sujet de recherche à un moment donné, c'était pour ma maîtrise, plutôt que de travailler sur un truc pour lequel je n'aurais eu aucun lien personnel, je me suis dit non, il faut que quitte à travailler 1 an, 2 ans sur un sujet, il faudrait que ce soit quelque chose qui soit vraiment, qui corresponde à mes goûts, qui corresponde à mes passions, etc. Et donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas travailler sur la Hammer? Parce que j'étais en histoire culturelle, donc il y avait moyen de travailler sur des objets qui a priori n'étaient pas si historiques que ça d'un point de vue académique, mais en même temps, il y avait moyen de Et ça a été accepté? Non seulement ça a été accepté, mais alors moi, en fait, je leur ai présenté le truc sous l'angle suivant. On peut travailler sur ces films-là, mais sous l'angle de leur réception, ça va être une forme d'histoire culturelle des années 60. Qui a aimé Dracula? Qui l'a combattu? Quel journaliste a présenté un crucifix devant Christopher Lee en disant non, ce cinéma-là ne passera pas, etc. Et cet angle-là que tu as adopté, qui est assez passionnant, est-ce que ça avait déjà été traité? Pour le coup, non. Non, il y avait eu quelques articles de faits dans les années 60, quelques revues de presse, des choses comme ça, mais pas de vraie histoire culturelle en fait. Donc, et de la Hammer et de la cinéphilie fantastique. Voilà, ça c'est cool.
l'un des bouquins qui m'avait passionné, notamment, qui n'était pas du tout sur le fantastique, c'était l'histoire de la cinéphilie par Antoine Debec. Oui. Je trouvais que c'était un bouquin fabuleux, mais avec une orientation, c'était quand même très nouvelle vague. Il manquait le chapitre sur la cinéphilie fantastique. Or, la cinéphilie fantastique, de fait, a produit des festivals, des grandes revues, des fanzines, aujourd'hui des chaînes de télé, des sites internet, enfin bref, il y a toute une production énorme. Donc, cette histoire-là restait à raconter. Et là, ça date de quand, cette thèse, hein, c'est ça? Non, c'est un mémoire de maîtrise. Mémoire de maîtrise. Ça, je l'ai écrit en 2005. D'accord. Et c'est ce qui, édité, a donné Dans les griffes de la Hammer. D'accord. Voilà. Mon premier bouquin. Ton premier bouquin, sur lequel nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Voilà, exactement. Voilà. Ouais. Et là, est-ce que tu connaissais déjà Michel Camp, justement? Eh bien, justement, c'est en travaillant sur ce projet-là que j'ai rencontré Michel Camp. Pour tes recherches, je dirais. Pour mes recherches, voilà. Parce qu'à un moment donné, comme mon oncle, c'était la réception française, et en filigrane, la question, c'était, mais pourquoi il y a toujours un problème avec le fantastique en France? Pourquoi c'est un genre qui ou continue d'être déconsidéré, ou a toujours eu des problèmes critiques. Voilà. Pourquoi il n'y a pas de fantastique français, ou pourquoi il y a un fantastique français mais qu'on ne reconnaît pas comme tel. Enfin, il y a toujours une espèce de problématique autour de ça. Et c'est vrai qu'à travers la Hammer, c'était quelque part le meilleur moyen de répondre à toutes ces questions, c'était de suivre l'histoire de la Hammer en France. Parce que c'était un emblème, quelque part. Mais alors pourquoi un truc comme la Hammer peut exister en Angleterre, et pourquoi ça n'a jamais pu ou ça ne peut pas voir le jour en France? Eh ben, c'est le rapport à la question du genre. Voilà. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que la France, quelque part, crée le cinéma fantastique, avec Méliès notamment, puis avec les féeries de Gaston Velle par la suite, avec plus tard Feuillade, qui invente la figure du héros maléfique au cinéma, c'est-à-dire une silhouette diabolique. Ça va être quelque chose d'extrêmement important, y compris pour les comics américains. Et moi, je viens de découvrir un Blu-ray que vient de sortir Lobster de Marcel L'Herbier, qui s'appelle L'Inhumaine. Oui. Voilà, pour moi, je ne connaissais absolument pas, qui est quand même, pour moi, enfin, qui est un truc un peu fantastique de SF, quoi. On faisait ça dans les années 20, quand même. C'est quand même assez osé, quand même. Il y a toujours eu une production fantastique française en France, mais sauf qu'on ne l'a jamais reçue comme telle. Et on ne l'a même, je dirais, jamais produite comme telle. C'est-à-dire qu'en France, ce qui compte beaucoup plus, c'est la notion d'auteur sur la notion de genre. Cocteau fait du fantastique, mais on ne s'intéresse pas à Cocteau pour sa production fantastique, on s'intéresse à Cocteau pour l'auteur. Bien sûr, tout à fait. C'est pareil pour Méliès, c'est pareil pour Louis Feuillade, c'est pareil pour Franju, qui est l'un des plus grands réalisateurs fantastiques en France, qui réalise, pour moi, un des chefs-d'œuvre absolus du genre, Les Yeux sans visage. Mais néanmoins, voilà, c'est pas un film qui va donner naissance à une production fantastique. Ça reste un geste isolé, en fait, c'est que des prototypes. Voilà. C'est le problème. Et encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui. Donc ça, c'est une espèce de constante en France. Le fantastique existe, mais on ne le regarde pas comme tel et on ne s'intéresse pas à la question du genre. Or, avec la Hammer, justement, c'est l'irruption d'un fantastique qui va imposer la question du genre. Et donc, c'est là que va naître tout un tas de batailles critiques. Il y aura ceux qui vont condamner très fermement le genre. Donc, ça va être la presse catholique à l'époque, Radio, Cinéma, Télévision, qui était l'ancêtre de Télérama, qui va dire que Le Cauchemar de Dracula va créer des générations de détraqués, de pervers, que c'est un attentat caractérisé à la dignité du public. Ça me rappelle le même discours qu'on tient aujourd'hui sur les jeux vidéo, tiens. Il y a les constantes comme ça, évidemment. Après, Télérama a depuis bien changé de discours sur ce cinéma-là. Bien sûr. C'est comme Les Cahiers qui a tourné Jaquette dans les années 90, en encensant Clint Eastwood alors qu'il l'avait détruit dans les années 70. Mais après, c'est pas les mêmes rédacteurs et ils peuvent le défendre aujourd'hui pour de vraies et bonnes raisons. On serait de mauvaise foi de ne pas le préciser. On est d'accord. Mais donc il y avait la presse catholique comme ça qui attaquait très fortement le genre pour des raisons morales. Il y avait la presse communiste qui s'attaque au genre également parce que l'horreur fantastique détourne de l'horreur politique réelle du monde. Donc on retrouve ça dans l'Humanité, dans les lettres françaises. Et on retrouve, y compris dans la presse cinéphile la plus progressiste, on retrouve également un dédain du genre. Alors là, on se cache derrière de commodes alibis intellectuels. On va dire qu'en gros, ces films-là sont des films infantiles parce que qui croit aux monstres si ce n'est les enfants. En même temps, on dit que il y a quand même quelque chose de malsain à l'œuvre derrière tout ça, donc il faut quand même interdire ces films-là aux enfants. Et on aboutit à une étrange nouvelle catégorie de films, ce sont les films infantiles pour adultes. Voilà. C'est bon, ça. Et donc ça, on retrouve ça un peu partout. Et, on retrouve ça dans les cahiers du cinéma à la fin des années 50, on retrouve ça y compris dans quelques critiques de positifs.
On retrouve ça dans la revue Cinéma, dans la saison cinématographique, etc. Il y a quelques défenseurs quand même du genre déjà, mais qui sont isolés. Au sein de Positif, il y a Jean-Paul Torok qui va faire des articles extrêmement importants. Au sein des cahiers du cinéma, il y a Feridun Oveda qui de temps en temps va défendre le genre, ou en tout cas certains films relevant du genre. Il y a Andreas Labarthe qui, y compris au sein de Télérama ou de Radio Cinéma Télévision, va quand même défendre occasionnellement quelques productions Hammer notamment. Mais voilà, c'est des gestes isolés. D'où, je dirais quelque part, l'émergence utile de Midi Minuit Fantastique. Ben voilà, parce que dans ce contexte-là, Midi Minuit, c'est une révolution cinéphile. En gros, dans une France corsetée, dirigée par un général septuagénaire, une France traumatisée par 39-45, la guerre d'Algérie, une France qui a un petit peu peur de tout, un peu rabougrie, etc. Midi Minuit Fantastique, c'est un vaste dépucelage fantastique entre terre cartésienne. Donc toi, à ton niveau, on revient à toi, à ton expérience personnelle. Donc tu termines, enfin en tout cas, tu travailles sur les griffes de la Hammer et donc tu rencontres Michel Caen. Et bon, je présume que tu devais avoir tous les numéros de Minuit Fantastique chez toi déjà. Non. Même pas. Non, absolument pas. Bah non, parce que, en fait, Michel Caen, je le rencontre au moment où je travaille sur le mémoire qu'il va donner dans les griffes de la Hammer. Donc on est en 2006-2007. Là, on est en 2004. D'accord, très bien. J'ai passé 2 ans à peu près. D'accord. Et de manière évidente, Midi Minuit Fantastique, c'était la pierre angulaire de l'histoire que je racontais. Enfin, en découvrant la revue en bibliothèque, parce que c'était très difficile de se la procurer autrement, parce que les numéros étaient hors de prix. C'était vraiment le numéro 1, c'était 100 €, le numéro 8, c'était 200 €. Donc, il existait quand même le numéro 8. Oui, on pouvait l'avoir. Que en bibliothèque. Voilà. Ou alors, mais si tu voulais l'acheter, il y avait des gens. Oui, ou alors sur eBay ou des choses comme ça, mais c'était 200 €. Mais j'avais cru comprendre, ça je fais une aparté, j'ai cru comprendre que le 8 n'était jamais sorti en fait. Ah si, il est sorti, mais il y a des problèmes de censure. Voilà, c'est ça. On en reviendra. On y reviendra. Alors, vas-y. Mais donc, je vois l'importance de Midi Minuit et je me dis, il faut absolument que je fasse une interview avec les rédacteurs en chef, les fondateurs de cette revue. D'accord. J'ai rencontré notamment Jean-Claude Romer, qui était le co-rédacteur en chef et qui m'a donné, à moins que ce soit Noël Simsolo, je ne sais plus, l'un ou l'autre m'ont donné les coordonnées. Noël Simsolo, c'est un personnage. Bien sûr. L'un ou l'autre m'ont donné les coordonnées de Michel Caen et je lui passe un coup de fil. Il me rappelle, on convient d'un rendez-vous, je me pointe à ce rendez-vous, et là, personne ne répond, je tape à la porte, personne. Merde, bon, je rentre chez moi, j'avais traversé Paris pour venir le voir. Le coup du lapin magistral. Je l'appelle une deuxième fois, il me dit « excusez-moi, j'étais finalement pas là, etc. » Ah ouais. Ok, très bien. On recale un rendez-vous, je me repointe, pareil, deuxième lapin. 4 lapins plus tard. Non, il t'a fait 4 fois la même chose. 4 lapins plus tard. En fait, il a voulu tester il a voulu tester ton. Voilà, je pense. Il y a de ça, et en même temps, enfin, je vais t'expliquer après. La 5e fois était la bonne. Voilà, donc, toujours chez lui, toujours chez lui. Il me reçoit un dimanche matin chez lui dans son salon. Il y avait des rideaux rouges de tirés, il y avait des lunettes de soleil. Il y a le numéro 1 de Midi Minuit posé sur la table. Et là, je découvre la mise en scène, une personnalité assez rock'n'roll. Et ce qu'il faut voir, c'est que Michel, je le découvre à ce moment-là, c'est pas simplement le rédacteur en chef de Midi Minuit. Michel Caen, ça a été vraiment un des grands hommes de presse en France, un homme de presse à l'américaine, ça a été le créateur de Midi Minuit, ça a été le seul rédacteur en chef mineur d'une revue interdite aux mineurs, c'est quand même ça l'histoire de Midi Minuit. Ça a été le créateur de la plus belle revue dédiée à la photo dans les années 70, Zoom, ça a été le créateur de Video News à un moment où la VHS n'est pas encore réellement à la mode, donc toujours précurseur, un vrai pionnier, toujours un temps d'avance. Ça a été quelqu'un qui a été un ami très très proche de Fellini, quand Fellini débarquait à Paris, en général, c'était chez Michel Caen qu'il allait. Ça a été un pote de Godard, de René. Ça a été le compagnon de Viré SM d'Alain Robbe-Grillet. Ça a été l'amant de Barbara Steele. Bref, une espèce de personnalité hors norme. Sauf que ça faisait depuis les années 90 que plus personne ne le voyait. Il ne sortait plus du tout, on ne le voyait plus dans les projections de presse, on ne le voyait plus dans les soirées de lancement de films, les avant-premières, etc. Bref, en fait, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a eu des problèmes dans sa vie, ça c'est une chose, mais ne voulait plus quelque part être confronté à son propre passé. Et donc l'interview que moi je lui proposais, en même temps il avait envie de la faire, et en même temps je pense qu'il craignait ce retour sur Midi Minuit à ce moment-là. Voilà. Et
Il avait peut-être un peu peur que tu sois un peu le fossoyeur un peu de sa vie, dont il avait plus forcément envie d'en parler, quoi. Il y avait, en tout cas, il y avait peut-être quelque chose de douloureux dans le fait de revenir à son âge d'or, quelque part. Mais s'il a coupé les ponts comme ça, avec, on va dire, cette forme de représentation de soi-même, est-ce que c'est une volonté de sa part, ou c'est tout simplement parce que les gens se sont détournés de lui, ne le connaissaient moins, c'était une génération? C'est venu de lui, c'était une décision qui lui appartenait. D'accord. Et donc cette interview a eu lieu, ça s'est bien passé, parce que pour le coup, moi j'avais vraiment potassé le sujet comme pas possible, et donc il était un peu surpris finalement. Comme moi aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vas-y, et alors? Il a été surpris finalement de la tournure de la conversation, et puis je suis revenu un an après avec le mémoire qui était voilà, c'était 500 pages, donc, du coup il se dit tiens, bon voilà. D'accord. Un an après il me rappelle en me disant... alors je te coupe, mais ton interview, tu l'as faite en une fois, ou vous vous êtes revus plusieurs fois? C'était 1h30. D'accord. Et tu as eu suffisamment, tu as eu ce que tu voulais? Oui, j'ai eu ce que je voulais. Donc tu le revois un an après, enfin tu le revois, Je lui donne le mémoire un an après, lui un an après me rappelle en me disant mais c'est vraiment très très bien. Et puis un an après, ça sort en bouquin, et là il est bluffé à ce moment-là, quoi. Voilà, il est vraiment heureux de voir parce que quelque part c'était dans les griffes de la Hammer, c'est dur à dire, il y a deux héros quelque part. Il y a Terence Fisher, le cinéaste clé de la Hammer, parce que je voulais clairement contribuer à une forme de réhabilitation, parce que pour moi c'est un cinéaste majeur. Et puis il y avait l'autre héros, plus discret, mais c'était quelque part, c'était Michel Camp, Midi Minuit, et voilà. C'était dans le 20e, une exposition consacrée à la Hammer. Et je vois Michel Camp qui débarque. Et donc toi, tu parles de cette exposition de la Hammer, mais tu n'en étais pas l'instigateur. Si, c'était moi. Voilà, il faut le dire quand même. Il faut arrêter d'être humble comme ça. Alors c'était dans le sillage, voilà, des griffes de la Hammer. Michel Camp débarque, ça me fait très plaisir, parce que de fait, personne ne l'a vu depuis 20 ans sortir. Et la première chose qui nous frappe tous les deux, c'est que la moyenne d'âge ce soir-là, c'est pas les gens qui ont 50 ans, 60 ans, 70 ans, qui auraient vu les films à l'époque. Non, ils avaient 20 ans, 30 ans maximum, c'était ça, quoi. Donc tout ça, la première chose, c'est... Ça prouve que donc il y a un nouveau public pour ça. Voilà. La deuxième chose qui nous frappe en même temps, c'est que ce qui les fascine le plus, parmi toutes les photos qui étaient exposées, c'était pas simplement les retirages de photos de plateau, de Dracula, de Frankenstein, Christopher Lee, les Hammer Girls, Peter Cushing, etc. Non, finalement, c'était les agrandissements de couverture de revues, et principalement parmi elles, les agrandissements de couverture de Midi Minuit fantastique. C'est un constat que vous faites ce soir-là. Tout d'un coup, j'ai un flash. Je me dis, mais on est en train de faire l'expérience grandeur nature de la permanence des mythes. La permanence des mythes, c'était le grand concept à l'origine de la revue. Dans le numéro 1, il y avait tout un édito sur la permanence des mythes. Terence Fisher, ressusciter Dracula, Frankenstein, et le redonner aux cinéphiles de 20 ans. Eh bien, quelque part, Dracula, Frankenstein, c'était toujours des mythes actifs, certes, mais au-delà de ça, Midi Minuit fantastique était aussi un mythe en tant que tel, toujours actif. Ce que je veux dire par là, c'est que, à l'évidence, les jeunes gens qui étaient là, qui découvraient ces couvertures, ils les voyaient pour la première fois. Mais il y avait bien plus que la fascination pour un objet vintage des années 60. Non, il y avait quelque part, ils faisaient l'expérience d'un mythe. Et donc là, on s'est dit... Mais ce qui est évident, c'est que cette revue est toujours moderne, et l'enjeu... C'était pas un revival, c'était carrément une nouveauté, quoi. C'est ça, précisément parce qu'elle est introuvable, il faut la transmettre à une nouvelle génération. Et donc, là, j'ai dit du tac au tac à Michel, mais il faut imaginer un projet éditorial. Il faut qu'on en fasse des bouquins, il faut qu'on... Vous n'avez pas eu l'idée de faire une autre revue, à la limite? Non. L'idée, c'était ce truc-là est toujours moderne, et parce que c'est toujours moderne, il faut le transmettre à une nouvelle génération. Vraiment, c'était ça. Et si on veut le transmettre à une nouvelle génération, ça ne veut pas dire faire juste des facsimilés. Non, c'était en faire un nouvel objet. Un nouvel objet qui, en même temps, serait fidèle à ce que c'était. Et c'est là qu'est né, quelque part, le concept d'intégrale, premièrement. C'est-à-dire que, comme c'était une collection de petits livres de référence, bien plus qu'une revue, c'était une collection de petits livres de référence, il ne s'agissait pas de faire un best-of, ça n'aurait eu aucun sens. Il fallait donner l'intégrale, mais au-delà de ça, il fallait le faire d'une manière actuelle. Et le faire d'une manière actuelle, c'était, quelque part,
à la fois rendre exactement ce que ça avait été, mais le rendre dans les meilleures conditions, c'est-à-dire en restaurant tout, en retrouvant les photos, en ressaisissant les textes pour pouvoir faire une nouvelle mise en page qui serait fidèle à ce que ça avait été, mais qui en même temps pourrait homogénéiser l'ensemble de la collection, parce qu'il y a eu 2 formats. Donc voilà, il y avait ces problèmes techniques. En fait, vous avez fait une restauration à la George Lucas. C'est-à-dire que vous voilà. Mais sans y ajouter Jar Jar Binks. Voilà. Non, en fait, le truc, c'est que... Vous êtes arrivé à rester fidèle, on va dire, à l'esprit et à ce que ça véhiculait à l'époque, je dirais pas en le modernisant parce que c'est moderne en lui-même, mais en y apportant, je dirais, peut-être pas une icono, mais peut-être pas une ligne éditoriale non plus, mais une maquette ou un truc qui soit plus en rapport avec ce qu'on a l'habitude peut-être de voir aujourd'hui. C'est ça, c'est-à-dire que... En 1962, quand on découvre Midi Minuit, c'est un choc esthétique. C'est le choc des photos. C'est pas un fanzine, c'est une très belle revue qui tire vers la revue d'art déjà. Donc il y a déjà un côté luxueux dans cette revue. Sauf que bien sûr, c'est fait avec les moyens du bord de l'époque. Et si on veut le transmettre à une nouvelle génération aujourd'hui, si on fait juste un reprint du truc, ils ne peuvent pas éprouver aujourd'hui la même sensation. Voilà, on peut éventuellement, si on rachète un numéro d'époque, éprouver cette sensation vertigineuse du voyage dans le temps. Ça, c'est une chose. Mais si on fait un reprint, on ne peut pas éprouver cette sensation-là. Il y aura toujours le décalage parce qu'on n'a pas l'original entre les mains. Voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'est que comme Midi Minuit, quelque part, rêvait les films dont il parlait, ces longs tunnels de photos, c'était une forme de mise en scène qui invitait à rêver les films, y compris quand on ne les avait pas vus. Nous, on s'est dit, il faut qu'on rêve Midi Minuit. Voilà, le meilleur moyen de rendre hommage à cette revue, de retraduire ce qu'a été la modernité de ce regard posé sur ce cinéma fantastique, c'était de faire ça. Voilà. Eux étaient dans l'héritage du surréalisme, il fallait que nous-mêmes, quelque part, on le soit. Je trouve que le concept était sur le papier audacieux et, entre guillemets, je le trouve magnifiquement réussi. Les textes sont formidables, parce que déjà, il y a des très grandes signatures. Il faut voir qu'il y a des gens comme Boris Vian, Ionesco, Bertrand Tavernier, des surréalistes comme Domandiar, Félix Labis, Roland Topor, Philippe Druillet fait ses premières planches là-dedans, etc. Il y a des signatures prestigieuses. Mais ce qui est fascinant quand on relit Midi Minuit Fantastique, c'est qu'au-delà de la somme d'érudition, au-delà de l'extrême qualité, de la grande qualité littéraire de ces textes, c'est qu'on a le sentiment de lire quelque part un journal intime cinéphile au diapason des aventures vues à l'écran. Ce que je veux dire par là, c'est que la rencontre avec les maîtres de la subversion fantastique, quelque part, quand ils vont à Londres, enfin rencontrer Terence Fisher, ou en Italie, enfin rencontrer Barbara Steele, etc., quelque part, ça vaut bien les affronts à l'ordre moral du comte Dracula, du baron Frankenstein, etc. Bien sûr. Et même au-delà de ça, si on regarde la trajectoire des uns et des autres, il y a quelque chose de cet ordre-là. Si on prend Jean-Claude Romer, qui était donc le co-rédacteur en chef et qui était le filmographe absolu, non seulement de la revue, mais de l'époque, pour toute revue cinéphile confondue, eh bien lui, c'est quelque part quelqu'un qui a fini par devenir une espèce d'homme-livre à la Fahrenheit 451, quelqu'un qui aurait englobé toute la cinématographie du monde. Voilà, c'est Monsieur Cinéma. Par la suite, c'est lui qui rédigeait les questions de Pierre Tchernia à l'émission. Voilà. Le vrai Monsieur Cinéma, en réalité, c'est lui. Voilà. Si on prend Alain Lebris, l'un des autres co-rédacteurs en chef, lui, quelque part, son passage de l'autre côté du miroir fantastique, c'est les paradis artificiels. C'est quelqu'un qui a expérimenté le LSD, le hashish, etc., 6 mois en avance sur les Rolling Stones. Voilà, c'est dire encore une fois à quel point ils étaient en avance sur leur temps. Voilà, il a écrit certains textes sous substances hallucinogènes. Voilà. Est-ce que ce magazine a une renommée au-delà de nos frontières? Oui, bien sûr. Aux États-Unis, dans les milieux cinéphiles, on se débrouille pour se procurer des numéros de Midi Minuit et on le lit avec un dictionnaire franco-anglais. Oh la vache. Voilà, donc c'est une revue cultissime dans le monde entier et même mythique. Pour continuer sur les personnages qui animent cette revue, si on prend Jean Boulet, qui lui était vraiment une espèce de personnalité hors norme, l'un des premiers cinéphiles fantastiques en France, le père de la contre-culture, un homosexuel revendiqué dès les années 40, habillé de cuir noir, comme Vince Taylor, mais 15 ans avant le rock'n'roll, qui a été pionnier dans le domaine de la culture BD, de la culture SM, de l'homo-érotisme, du fantastique, du rock'n'roll, enfin de tout ce qui va être la contre-culture
contre-culture, quelque part, ça passe par lui 15 ans avant. Voilà. Donc lui, c'est un des pères fondateurs de la revue, en tout cas c'est le parrain de la revue. Lui, son passage de l'autre côté du miroir, c'est carrément un passage physique. Il s'est tellement identifié au monstre de la Universal qu'il adorait, qu'il a fini par se faire refaire le visage à plusieurs reprises, d'abord pour ressembler à ses dessins, il se fait refaire le nez. À la fin des années 60, il finit littéralement par ressembler à une espèce de mix, d'hybride entre Andy Warhol et Brian Jones, une espèce d'hybride digne des créatures les plus folles du Docteur Moreau, voilà, un film qu'il adulait. Et Michel Caen, lui, c'est celui qui aurait poussé le plus loin la quête surréaliste de l'amour fou, parce qu'au terme de son parcours midi-minuit, il y a eu La femme fantasmée, il y a eu Barbara Steele qui finit par rencontrer, c'est pour elle qu'il a créé la revue, dans l'espoir un jour de la rencontrer. Voilà. Et ils finissent non seulement par se rencontrer, mais se côtoyer. Ils restent ensemble combien de temps ? Ça, je pourrais pas trop te dire, mais je sais que quand, 40 ans après, je propose à Barbara Steele d'écrire la préface du volume 2, immédiatement, elle nous répond oui, bien sûr. Ah ouais. Donc ça a été une histoire qui a compté. Voilà. Ah ouais, bien sûr. Donc, au terme de son parcours midi-minuiste, il y a eu la femme fantasmée, Barbara Steele, mais il y a eu aussi la femme aimée puis épousée, Geneviève Collange, qui a fini par devenir Geneviève Caen, sa femme, qui, elle, a été l'auteur des plus belles lettres du Courrier des lecteurs. Donc, quelque part, midi-minuit, c'est une traversée du miroir et pour ses lecteurs et pour ses rédacteurs. C'est plus qu'une manière de proclamer un amour pour le fantastique, c'est une manière de vivre le fantastique. Ouais. C'est l'équivalent, quelque part, de ce que sera l'invention de la critique rock'n'roll aux États-Unis ou même en France avec rock'n'folk. Si on prend Lester Bang aux États-Unis, c'est quelqu'un qui écrit magiquement sur les Rolling Stones, mais qui mène une vie aussi dissolue que Keith Richards. La midi-minuit, c'est l'équivalent de ça. C'est vraiment un pur produit des années 60. C'est une des revues qui invente les années 60. C'est la proclamation d'un jouir sans entrave cinéphile. 6 ans avant, le jouir sans entrave qui servira de slogan pour toute une génération en 68. Comme il s'agissait de transmettre tout ça à une nouvelle génération, il y avait à la fois donc le côté restauration, ça c'est une chose, donc retrouver les photos, ressaisir les textes, tout restaurer pour que ce soit le plus beau possible. Mais qui est déjà, moi franchement, ça aurait déjà pu se suffire ainsi, si je puis me permettre. Mais il fallait aussi faire, je pense, un travail patrimonial autour de Midi-Minuit. Ce que je veux dire par là, c'est que Midi-Minuit est une revue capitale dans les années 60, pas simplement pour ses textes, pas simplement pour ses photos, pas simplement pour ce que c'est en tant que revue, mais parce que c'est une revue qui a généré un mouvement. Un mouvement à la fois bien réel et informel, le midi-minuisme, un mouvement qui donne naissance à la contre-culture, qui donne naissance à la cinéphilie fantastique, et un mouvement qui finalement a produit bien des choses en dehors même des colonnes de Midi-Minuit. Mais dès les années 60 ? Dès les années 60, très rapidement. Et ça a continué par la suite, même quand la revue s'est arrêtée. Oui, voilà, ça c'est quelque part, après ça s'est diffusé dans toutes sortes d'autres mouvements, ça a donné naissance à d'autres mouvements, mais c'est quelque chose qui est vraiment à l'origine de la contre-culture en France. Et ça me semblait capital pour bien faire comprendre l'importance de ce que les gens allaient avoir entre les mains. Ça me semblait très important également d'en rendre compte. Et donc c'est pour ça qu'on a déjà un chapitre inédit dans chaque bouquin qui s'appelle L'Entracte du Midi-Minuit, avec des textes inédits de l'époque qui ont pu être parfois publiés en dehors de Midi-Minuit ou parfois jamais publiés, ou encore des textes que moi j'écris aujourd'hui, ce qui était aussi un prétexte pour moi d'écrire dans Midi-Minuit et de réaliser un petit fantasme au passage. Un rêve. Voilà, exactement. Mais donc c'était un moyen de faire des numéros aujourd'hui inédits de Midi-Minuit avec cet entracte. Voilà, ça c'était la première chose. Et puis au-delà de ça, très rapidement, dès les premières conversations que j'ai eues avec Michel, je me suis dit que ce serait formidable aussi, pourquoi pas, d'inclure un DVD. Parce qu'il y avait toutes sortes de choses à explorer. Dans le premier DVD du premier volume, on a fait un DVD qui s'appelle La télévision des Midi-Minuit. Qu'est-ce que c'est ? On a fait toutes sortes de recherches dans le fonds d'archives de l'INA et on a découvert des courts-métrages, des documentaires, des scopitones, des émissions de radio midi-minuit en tant que tel, c'est-à-dire fait par des proches de la revue, voire par des plumes de la revue, voire des objets qui ont pu être défendus dans la revue. Et donc du coup, on a découvert une télévision fantastique française absolument passionnante, avec par exemple un court-métrage. Diffusé à la télé ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, parce que si c'est à l'INA, c'est que c'est forcément été diffusé. Voilà, c'est ça, c'est que ça a été diffusé. Et quelque part, c'était une manière de voir que dès Midi-Minuit, que quelque part,
au début des années 60, entre le début et la fin des années 60, on gagnait en influence. Au départ, c'était des baby-boomers avec un objet de passion, et très rapidement, ça devient des journalistes qui se mettent à travailler à la télé, se mettent à travailler à la radio. Voilà. Et donc, par exemple, il y a les courts-métrages, Le Puits et le Pendule d'Astruc, voilà un truc qui a été défendu dans Midi Minuit, mais il y a aussi, par exemple, un autre court-métrage, alors qui était absolument inconnu, absent de toutes les filmographies de Barbara Steele, une version de La Vénus à la fourrure avec Barbara Steele, dans le rôle de La Vénus à la fourrure, tournée par Ado Kirou. D'accord. Dans une émission qui s'appelait Dim Dam Dom, qui était une émission de mode. Et en gros, voilà, le prétexte, c'était il fallait faire un reportage sur des manteaux de fourrure, présenter des manteaux de fourrure. C'est Ado Kirou qui s'y colle. Et donc, il dit, tiens, je vais prendre Barbara Steele, elle va poser avec des manteaux de fourrure, avec une cravache, et la voix off, ce sera Sakar Masoch et La Vénus à la fourrure. Tout ça sur fond de free jazz. Enfin, un truc improbable, dément. On a découvert toutes sortes de choses. On a découvert aussi un documentaire co-réalisé par Michel Caen et Francis Giraud qui s'appelle Quelle horreur, Monseigneur Dracula, qui est le premier grand documentaire sur le mythe de Dracula. Et, par exemple, il y a la seule interview filmée de Terence Fisher. Oh la vache. En Angleterre, ils n'ont pas l'équivalent. En France, on avait ça. Ça a été tourné en 69. On a découvert une adaptation radiophonique de Dracula, 1h30 faite pour France Inter en 65, avec Jean Rochefort dans le rôle de Dracula. Et c'est absolument génial, parce qu'à sa première intervention, on se dit oh, mon Dieu, c'est Jean Rochefort. Et à sa deuxième intervention, on se dit oh, mon Dieu, c'est Dracula. C'est bon, voilà un truc. Donc il y avait des archives inouïes qu'il fallait rendre publiques de manière évidente. Donc sur le premier volume, voilà, on est donc sur la thématique télé, de la radio. Télé. Voilà. Dans le deuxième volume, on s'est dit, eh bien, ce mouvement midi-minuiste, comme il est passé de temps à autre derrière la caméra, qu'il a donné des courts-métrages, eh bien, ce serait bien d'aller redécouvrir ce qui a été filmé. Et moi, dès le volume 1, j'avais en tête un film sur lequel je me suis mis à enquêter, qui s'appelait Fantasmagorie, dont j'avais lu une critique dans le numéro 3 de Midi Minuit. Un film... un moyen métrage d'une quarantaine de minutes avec Edith Scobb dans le rôle d'une femme vampire. Et ça, je me suis dit, mais je veux absolument voir ce film. C'était réalisé par quelqu'un qui s'appelait Patrice Molinard. Et en enquêtant, j'ai retrouvé la trace de la fille du réalisateur, Agnès Molinard. Je lui envoie un mail, elle me dit oui, je suis bien la fille de Patrice Molinard. Si vous voulez voir le film, j'ai un DVD privé à la maison. Ah, c'était fait faire un DVD. Voilà, donc je lui dis, oui, je veux absolument voir ce film, on prend rendez-vous, je passe l'après-midi même, et je découvre un film absolument merveilleux, un chef-d'œuvre, le film de vampire français qu'on a toujours rêvé de voir, dont on pensait qu'il n'existait pas. Bien si, il existait, ça s'appelait Fantasmagorie de Patrice Molinard, et c'est un film qui est une espèce d'écho déformé, une espèce de réminiscence de Nosferatu, de Murnau, de Vampire de Treillières, qui amènerait tout ça du côté de la nouvelle vague, parce qu'il y a une espèce de modernité propre aux années 60 dans l'usage de la caméra, une manière de jouer sur le fantastique non pas des décors, mais de la nature, c'est-à-dire que c'est une Transylvanie valdoisienne qui fonctionne mais merveilleusement à l'écran, tout ça avec une espèce de voix off extrêmement inquiétante, extrêmement envoûtante. Personne ne croit plus aux vampires, ces âmes qui ont raté leur mort et qui errent, indécises, entre la terre et l'au-delà. Les vampires ne vivent que la nuit, se nourrissent du sang des humains et ont besoin de la terre de tombes fraîches pour se coucher dans leur cercueil et entrer en léthargie au moment où le soleil se lève. Et tout ça nous emmène, je parle de modernité de la nouvelle vague, mais même jusqu'à certaines fulgurances dignes de David Lynch. Il y a certains plans qui nous évoquent directement Lost Highway. Donc on a une espèce de passage secret entre Murnau, Dreyer, la nouvelle vague et Lynch, qui était absolument sidérant. Un film de toute beauté, une relecture du Dracula de Bram Stoker, mais qui apporte encore quelque chose entre celle de Terence Fisher, entre celle de Murnau, entre celle de Todd Browning, entre celle de Badham, de Guy Madin, de Coppola, etc. Une adaptation majeure, quoi, et que personne n'avait vu, parce que même à l'époque de Midi Minuit, en fait, Alain Lebris, qui avait écrit l'article sur ce film, avait été invité à une séance de presse, voire une séance faite spécialement pour lui. Donc ce film était inconnu.
Et donc, moi, je me suis dit, mais il faut absolument... j'ai écrit un long article dans le volume 1, dans ce fameux entracte du Midi Minuit, sur ce film. Et moi, mes objectifs sur le volume 2, c'était de retrouver le négatif, de faire une restauration à partir des négatifs. Et c'est ce qu'on a pu faire avec les archives du film du CNC. Parce qu'eux avaient le négatif, mais ne savaient pas ce qu'était ce film. Donc c'est moi qui ai attiré leur attention en leur disant, mais regardez-le. Et donc, il était bien conservé, du coup, alors? Bah oui, on a pu faire une très belle restauration du film. On a, sur la version que moi j'avais découvert avec la fille du réalisateur, on a découvert 5 minutes de plus. Donc on a la version intégrale du film. Et donc la version qu'avait la fille n'avait pas l'intégralité? Non. Et c'était une version tirée d'une copie 16 qui lui appartenait. Voilà, et donc, un truc de fou, on a pu faire l'archéologie de ce film quelque part. On a même pu faire un bonus d'ailleurs pour ce film, parce qu'on a retrouvé aussi des archives INA, ça c'est incroyable quand même, d'interviews de Patrice Molinard sur le tournage du film. Alors, comme quoi il y a des archives inouïes, parce que c'est un film inconnu, mais il y avait des éléments de making-of d'époque. Il y a des films 10 fois plus, entre guillemets, 10 fois plus connus qui ont pas ça. Voilà, exactement. Donc c'était complètement improbable. On a tourné un entretien avec Edith Scobb récemment, donc on a pu faire un vrai bonus digne de ce nom. Non seulement elle se souvenait, mais j'ai pu lui projeter en fait le film juste avant de faire l'interview. C'est génial ça. Ce qui fait que ça a réactivé un truc émotionnel pour elle, parce que Patrice Molinard, pour elle, c'était la famille Franju, et pour de bonnes raisons, c'était le beau-frère de Georges Franju. Patrice Molinard, c'est quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup de films. En revanche, c'est quelqu'un d'extrêmement important dans l'histoire du cinéma, parce que c'est le photographe des Yeux sans visage. Toutes les photos de préparation des Yeux sans visage, c'est lui qui les fait. Or, les Yeux sans visage, c'est la naissance de ce qu'on appelle l'insolite dans le réel de Franju. Ces photos mythiques de ces écarissières lilliputiens à côté de carcasses de bœufs gigantesques, cette espèce de vision surréaliste de l'hyper-réalité de l'horreur, c'est lui. Et donc, quelque part, c'est le co-inventeur de cette esthétique propre à Franju. Et donc, le fait de voir Patrice Molinard, des années après, tourner un film de vampire dans lequel un vampire vole la photo d'Edith Scobb, vole l'image d'Edith Scobb et se l'approprie, et fait un film qui, lui, va totalement dans le surnaturel, ce que ne faisait pas Franju. C'est passionnant parce que c'est une communauté d'esprit, une communauté esthétique, et en même temps, ce sont deux personnalités distinctes qui s'affirment. L'un va clairement vers le surnaturel. Donc, il y avait quelque part un élément d'histoire du cinéma qui nous avait toujours fait défaut jusqu'à présent. Donc, c'était une manière de rendre compte de ça. Même si ce film est très important à tes yeux, et je pense, et tu as raison bien entendu, aux yeux même du cinéma fantastique et cinéma tout court français, il n'y a pas que ce film-là sur le DVD. Non, bien sûr, oui. Voilà. C'est une anthologie de courts-métrages, ce deuxième DVD. On a appelé ça Les Cauchemars de Midi Minuit. Il y a donc Fantasmagorie, il y a 5 courts-métrages. Voilà. Il y a également La Prima Donna de Philippe Lifshitz, qui est une histoire délirante sur un montage façon La Jetée de Chris Marker. D'ailleurs, Philippe Lifshitz était le producteur de Chris Marker. De La Jetée. C'est l'histoire d'une cantatrice affublée de 2 visages qui par conséquent a 2 larynx et qui par conséquent chante en stéréo. Génial. Voilà, un truc complètement dans l'héritage plus fantastique français de l'absurde, du merveilleux, de l'humour, etc. Enfin, un film bien délirant qui est vraiment très chouette. On a un autre cours qui s'appelle Vampirisme de Bernard Chawat et Patrice Duvic, qui est une espèce de pastiche des documentaires sociologiques que pouvait produire l'ORTF à l'époque sur les baby-boomers. L'ORTF, par exemple, faisait des reportages du type « Les jeunes sont bizarres, ils écoutent du rock'n'roll, qu'est-ce que ça peut vouloir dire sur un plan sociologique, etc. » Bon, là, sauf que les jeunes sont bizarres, ce sont des vampires, ils ont besoin de sang, ils se réunissent dans des... etc. En même temps, je trouve ça bien et c'est très drôle, c'est très drôle. Et il y a un casting épatant parce qu'on voit que là, vraiment, la fantasticophilie, c'était vraiment le dénominateur commun de tous les undergrounds de l'époque, parce qu'on a des représentants du mouvement lettriste qui jouent des vampires dedans, on a des rédacteur et co-rédacteur en chef de Midi Minuit, on a Alain Lebris, on a Raphaël Maranju, on a Jean-Pierre Buixou, on a des figures excentriques du cinéma français comme Jean Benguigui, on a le dessinateur des couvertures surréalistes de la revue Fiction, enfin bref, on a tout un espèce d'underground comme ça, ils jouent tous des vampires dedans. On a Claude Seignol aussi, l'auteur dedans, Pierre Dubois, le spécialiste des fées et des lutins. Aujourd'hui on a la même chose, mais c'est c'est la zombie marche. Voilà, c'est ça. Sauf que là c'était vampirisme, un court-métrage vraiment avec une distance ironique et en même temps
vraiment beau parce qu'il y a une espèce comment dire, de mélancolie jazz, un petit peu façon ascenseur pour l'échafaud qui s'exprime aussi, des scènes de déambulation dans Paris avec des vampires à cap mais qui sont sur les Champs-Élysées la nuit. Enfin, c'est très étonnant, très drôle et très beau. Les vampires sévissent dans tous les milieux, dans toutes les professions. Un sondage de l'IFLAV, Institut français de lutte anti-vampirique, signale que les vampires se recrutent particulièrement chez les commerçants, 30%, les cadres, 22%, les artistes, 20%, les chômeurs, 16%. Bon. On a un 4e film qui s'appelle Satan bouche un coin. Satan bouche un coin de Jean-Pierre Bouixou. Alors là, on est clairement dans le surréalisme, dans un film dadaïste, expérimental, avec Pierre Molinier dans le rôle, presque dans son propre rôle, une espèce de fantomas qui aurait compris que la transgression suprême, c'est le travestissement. Donc on a un fantomas masqué en bustier, barésie, etc. C'est très étrange, très beau, très intense, très irritant aussi. Enfin, c'est un espèce de film coup-de-poing. C'est une expérience visuelle. Voilà. Un film frankensteinien surdécoupé, voilà. Et vraiment marqué par le cinéma underground, expérimental, mais parce que Midi Minuit a eu aussi un intérêt pour l'underground, pour l'expérimental, etc. Et le dernier film, c'est La Fée Sanguinaire, un film belge de Roland Lethem. Roland Lethem, c'était le correspondant belge de Midi Minuit Fantastique. C'est lui qui a fait les toutes premières interviews avec Wakamatsu, Suzuki, publiées en Europe dans Midi Minuit. On l'a surnommé le plus japonais des cinéastes belges. Et c'est une... Alors là, on est dans le fantastique politique, vraiment 68 arts, un film libertaire, provoquant, avec une scène ouvertement gore qui en a fait le premier officiellement film gore avant La Nuit des Morts Vivants, belge, ouais, c'est en même temps que La Nuit des Morts Vivants, le premier film gore belge. Bon, en fait, il n'y a qu'une séquence, gore, mais il y a encore. C'est peut-être exagéré, mais oui, enfin, en tout cas, c'est un film très ironique qui propose une solution radicale à la phallocratie. Je n'en dis pas plus. C'est très drôle et c'est non, c'est très étonnant. Ça aussi, c'est vraiment un bon film. Et en fait, là, très clairement, c'est un choix éditorial de ta part. Oui, c'est les films que j'ai choisis parmi ceux qu'on a pu retrouver aussi, bien sûr. Oui, bien sûr, mais que tu en as vu d'autres et tu as choisi. Voilà. Et alors, justement, quelle va être la tendance justement pour le volume 3 et 4 au niveau DVD? Est-ce qu'il va y avoir encore des DVD dedans? Oui, on veut maintenir des DVD. Et ça sera encore des courts-métrages? On va être encore sur les courts-métrages, sur le volume 3 en tout cas. Sur le 4e, on a encore d'autres idées, on va voir. Oui, enfin d'ici là, mais il y a le sur temps. sur le volume 3, ce sera encore d'autres courts-métrages. Je peux pas encore donner la liste parce que c'est prématuré à ce stade. Non, mais c'est juste pour connaître un peu la tendance, quoi. Tu vois, voilà, donc, on sera encore sur du court, encore des choses inédites, à découvrir. Encore des choses à découvrir. Et voilà. Ouais. Bon. Question à 10 balles. Avec tout ça, pourquoi ne pas... Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de remonter une revue, vu que j'ai cru comprendre que tu avais les droits, en tout cas, tu as les droits du terme, enfin, je veux dire, de Midi Minuit. Oui, voilà. En fait, pourquoi pas la relancer? Est-ce qu'il manque de matériaux aujourd'hui pour... Alors, faire des numéros inédits de Midi Minuit, je serais d'abord tenté de dire qu'on est déjà en train de le faire dans l'intégrale. Ça, c'est la première chose. D'accord. Mais justement, pour aller plus loin, alors, je dirais, après. Pour aller plus loin, faut déjà aller au terme. Faut déjà aller au terme. Ça, c'est la première chose, parce que c'est un boulot monstrueux et c'est intense, physiquement, etc. J'en conviens. Donc, la première des choses, avant d'envisager une suite, ce serait ça. Après... Peut-être, pourquoi pas, ouais, c'est vrai que on va déjà dans le numéro 4, on va éditer pour la première fois le numéro 25-26 qui n'avait pas été publié. C'était un numéro inédit. Parce qu'Eric Losfeld, qui était l'éditeur de Midi Minuit, avait d'énormes problèmes de censure, donc procès sur procès. C'était un des francs-tireurs de l'édition, c'était l'éditeur de Emmanuel Arsan, des surréalistes, littérature érotique. Donc procès sur procès, et à un moment donné, il a fait faillite. Donc Midi Minuit, plus d'éditeur, le dernier numéro. Et personne n'a voulu reprendre le flambeau. Ça correspondait au moment où Michel Kahn, lui, avait déjà créé Zoom parallèlement et il s'est consacré à Zoom. Jean-Claude Romer, lui, s'est consacré à Monsieur Cinéma. Chacun est parti sur des aventures différentes. Chacun est parti sur des aventures différentes. Et puis quelque part, ils avaient gagné
déjà un peu leur combat, parce qu'il faut voir qu'à la fin des années 60, c'est le moment où Télérama, les cahiers du cinéma se mettent à dire, par exemple, que Terence Fisher est effectivement un grand auteur, moderne, etc. Je suis d'accord, donc il y a peut-être deux choses, mais moi, moi je trouve que c'est paradoxal, c'est que dans une période avant 68, malgré tout, la revue existe, elle creuse son sillon et elle draine avec elle une génération et une nouvelle vision, on va dire, de ce cinéma-là. Et après 68, il y a procès sur procès, et c'est alors qu'on est censé être dans une période plus libertaire. Ça, c'est tout le paradoxe de l'époque. Ça, c'est le paradoxe. C'est vrai pour Midi Minuit, mais c'est vrai pour des tas d'autres domaines dans l'édition, etc. Quand même. Mais c'est l'un des. Voilà, c'est que il y a une bataille culturelle qui a été gagnée, mais les vieux cons étaient toujours au pouvoir quand même. Ah, je veux dire, dans les commissions de censure, dans les. Etc., et quand tu me dis pour Télérama et tout ça, est-ce qu'il n'y avait pas déjà une sorte de réappropriation déjà alors, Si, bien sûr. Et donc, du coup, est-ce que pour Midi Minuit, il n'y avait pas plus de difficultés à sortir de l'ornière, ou en tout cas à continuer Ils auraient pu continuer. Ils auraient pu. Bien sûr, ils auraient pu. Mais quelque part, je pense que ils avaient le sentiment du devoir accompli, et puis de se dire, bon, il y a peut-être d'autres objets maintenant que le fantastique à aller découvrir ou à aller défendre, etc. Ils ont été dans cette démarche-là. Si c'était pas un reniement du tout. Non, je comprends. Et puis c'est l'époque où aussi il y a une relève, c'est-à-dire qu'il y a plein de fanzines qui apparaissent, il y a des revues Parmi les fanzines, il y en a qui vont devenir de vraies revues, comme Mad Movies, par exemple. Qui font le lien. Voilà, qui vont faire le lien, qui vont transmettre jusqu'à aujourd'hui cette cinéphilie fantastique qui est née. Et Mad fait un peu le lien entre guillemets avec Starfix début des années 80. Oui, voilà. Alors après c'est différent. Bien sûr. Sauf qu'on est dans la même. Je trouve qu'avec Starfix, avec tout ce que je viens d'entendre, on est un petit peu, je trouve, sans vouloir faire un parallèle un peu oiseux, on est quand même dans un défrichage aussi de Starfix, d'une cinéphilie, en tout cas de genres qui sont plus ou moins, on va dire, mis de côté par la presse traditionnelle. Et il y a un vrai héritage chez Starfix qui vient de Midi Minuit, très clairement. Voilà, si on pose la question à Christophe Gans, il dit la revue préférée de tous les temps, c'est Midi Minuit. Voilà ce qu'il dit. Et à la fin des années 80, début des années 90, il y a une réappropriation, on va dire, de tout ce que Starfix a défriché, jusqu'au cinéma asiatique, qui était très peu connu, et voilà, et qui a été récupéré après par la suite, et qui fait aussi que, bon, après, la revue en elle-même a son histoire, mais qui fait aussi que peut-être que la revue a plus de mal à sortir de l'ornière, en fait, à devenir un peu, à rester original, je dirais, quelque part. Voilà. Même si je pense pas que c'était leur but, mais que in fine, moi je pense que Midi Minuit, la façon dont tu le parles, c'est à mon avis pas une des raisons, mais c'est une des grilles de lecture, on va dire, voilà, parmi tant d'autres, à mon sens. Et donc aujourd'hui, malgré la crise de la presse et le tout Internet et tout ça, est-ce qu'il y aurait la place, d'après toi, pour justement... Oui, il y aurait peut-être la place, parce que, en fait, Midi Minuit, quand on dit revue, il faut bien voir que la première année, il en sort 3, après il en sort 2, puis après c'est un par an, grosso modo. Donc en fait, c'est une publication périodique, mais pas régulière. Ça, c'est une première chose. Il y aurait la place pour imaginer une belle publication annuelle, par exemple. Donc on pourrait imaginer un numéro 27 plus tard, pourquoi pas. Mais si c'était le cas, ce qu'il faudrait faire, je me place vraiment délibérément au conditionnel, parce que c'est pas du tout à l'état de projet actuellement. Là, on s'amuse à rêver. Allons-y. C'est bien de rêver des fois. Ce qu'il faudrait faire, ce serait avoir le regard Midi Minuit, parce que c'est le regard Midi Minuit qui est moderne. Voilà, ce regard posé sur le cinéma. Voilà, cette manière d'aimer les mythes, de s'identifier aux mythes et de vivre les mythes, quelque part, c'est ça. D'avoir foi dans la toute-puissance de l'imaginaire, c'est ça, c'est-à-dire ne pas confondre l'imaginaire et le réel, c'est une chose dont on a particulièrement besoin aujourd'hui, surtout après les événements qu'on vient de vivre. Je pense que c'est l'antidote, précisément, est là, parce qu'on a affaire à des gens qui ne comprennent rien à l'imaginaire, et ni toute notion d'imaginaire, confondent complètement le réel avec eux. Bref. Voilà. Oui, encore plus, encore aujourd'hui, on est d'accord. Donc, un numéro 27 de Midi Minuit, ce serait avoir foi dans la toute-puissance de l'imaginaire, mais appliquer ce regard-là sur des objets
actuel. Bah oui, bien Parce sûr. que Midi Minuit, c'était le refus. C'est ça la gageure. Le numéro 1, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'était un refus de la facilité qui aurait consisté à dire nous aimons le fantastique, regardez les films formidables qui se faisaient il y a 30 ans. Oui, bien sûr. Non, le numéro 1, c'était un spécial Terence Fisher, c'est-à-dire c'était l'actualité brûlante du genre. Et c'est ça où je veux en venir. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a le matériau, il y a le matériel, enfin je sais pas comment dire ça, est-ce qu'il y a le matériau cinématographique pour pouvoir... Bien sûr, on peut trouver des objets. Alors je pense pas du côté des énormes blockbusters actuels, parce qu'il y a une telle industrialisation des choses qui rendent les choses moins attractives ou moins excitantes, tout simplement. Voilà. Mais cela dit, il peut y avoir des choses bien. Hein, oui, compris, bah, sans dire. Il faut pas généraliser surtout, on est d'accord. Mais il y a des films fantastiques extraordinaires qui sortent tous les ans. Je sais pas, cette année, It Follows, c'est formidable. On est d'accord. C'est un très grand film fantastique. On est d'accord. Voilà. Alors là, 100%. Il y a des séries très intéressantes. Si on prend Penny Dreadful, c'est midi-minuiste jusqu'au bout des ongles. En fait, il faut aller les chercher, tout simplement. De la même manière qu'aller chercher les objets qui n'étaient quand même pas dispo non plus comme ça. Quand ils vont découvrir Fantasmagorie, ce que tu dis là. Voilà, quand ils vont découvrir Fantasmagorie, fallait aller le chercher à l'époque. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, le journalisme de cinéma, en tout cas, est un journalisme très fainéant, en fait. Parce que comme on est à l'heure d'Internet, on ne se déplace plus, on ne fait plus rien, voilà. On se contente, bon, je ne vais pas déballer, on va dire, le linge sale, un truc, mais on se contente d'être invité au junket, de faire 3 minutes d'interview, on est ballotté à droite à gauche par les maisons de prod ou par les distribs, et puis voilà quoi, donc c'est normal que ça périclite. Et je pense que Midi Minuit ou des revues de cette époque-là, mais plus Midi Minuit, parce qu'on en est là aujourd'hui, aller à la rencontre et se confronter et le vivre, puisque tu l'as dit tout à l'heure, on traverse le miroir. C'est ça. Et donc aujourd'hui, c'est vivre des aventures cinéphiles au diapazon de celles vécues par les héros sur l'écran. Voilà. Et quelque part, moi j'ai le sentiment de m'inscrire dans cet héritage-là quand je fais l'intégrale, parce que c'est pas juste une réédition, c'est pas juste une restauration, etc. Bien sûr. Mais quand, par exemple, le fait de m'occuper de ce truc-là finit par aboutir un soir, en rentrant chez moi début juillet, par un coup de fil énigmatique, une voix féminine en anglais qui me dit « Hello, Barbara still speaking, I just arrived from LA » et que le lendemain, je me retrouve face à elle dans un café dans le 6e arrondissement et que je soutiens les yeux du masque du démon pendant 2 heures et que loin de pouvoir lui poser toutes les questions que j'aurais voulu lui poser, finalement c'est moi qui me retrouve bombardé de questions sur la ressortie de Midi Minuit. Et bien voilà, moi aussi j'ai ma petite traversée du miroir et quelque part je pense que s'inscrire dans l'héritage midi-minuiste en tant que journaliste aujourd'hui, c'est aller au-devant de ce genre de rencontres, aller au-devant d'aventures de ce genre-là. Et s'il y a lieu d'écrire quelque chose ou de raconter quelque chose de l'histoire du cinéma qui se fait aujourd'hui, mais finalement, ces choses-là, c'est effectivement pas les rencontres de 3 minutes pour aller voir Star Wars à Los Angeles et d'apprendre à la dernière minute que finalement, non, vous ne verrez pas Star Wars, mais vous aurez le droit de poser 3 questions à Chewbacca. Tu vois, c'est une forme, je pense, d'épanouissement personnel. Voilà. Donc ça fait le truc. Donc, c'est pour ça que je te dis ça, parce que je me dis qu'à la fin du 4e volume, il risque d'avoir un petit vide. Donc voilà. On verra ce que donnera la suite. Bon, merci Nicolas. Merci vraiment. Il y a des cinéastes midi-minuistes. Une petite anecdote, Guillermo del Toro sur le tournage de Crimson Pink, son dernier film. Guy Astic, l'éditeur Rouge Profond, l'éditeur de l'intégrale Midi Minuit Fantastique. Il a l'occasion d'aller sur le tournage, c'était en février 2014. Le numéro 1 de l'intégrale vient juste d'être publié. Il lui amène sur le tournage. Et sur le tournage, Guillermo del Toro, tout d'un coup, alors qu'il s'apprêtait à tourner une scène, il dit « Ah, Midi Minuit, j'adore, j'ai toute la collection !» Il déballe le truc « Terence Fisher, j'adore !» etc. Et là, pendant un quart d'heure, il fait poireauter tout le monde. En donnant Guillermo, mais faut y aller. Et non, il fait... Donc voilà, quand il fait Crimson Pink, évidemment, c'est un hommage à Bava, à Freda, à Fisher, à Corman, à tout ce cinéma-là, mais il le fait avec un regard qui est un regard nourri au midi-minuisme aussi.